Oui, ça c'est la NASA et puis le département de l'atmosphère du département d'État qui est déjà au septembre. Hein, ils ont annoncé qu'avant même la fin de l'année 2015, que déjà 2015 a battu tous les records de chaleur depuis le début de l'enregistrement météorologique en 1860. Et ce avant que l'année ne se termine. Ce record a été détenu par 2014. 2014 a été considéré comme étant l'année la plus chaude, qui a battu 2008. Et donc la décennie qui vient de s'écouler a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée depuis le début de l'enregistrement de la météo. Et cela est dû à une raison, c'est l'être humain. Il y a eu un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique. C'est 2500 scientifiques de 130 pays qui tous les 5 ans, publient un rapport sur l'état du climat. Le premier rapport, c'était en 90, qui a donné naissance donc à la Convention. Et le dernier, c'était l'année dernière, en octobre 2014. Et le rapport est formel. Il n'y a absolument aucun doute que la Terre se réchauffe de plus en plus. Et que la cause principale, c'est l'homme, c'est 6 gaz, mais les 2 principaux gaz, comme on dit, à effet de serre, donc qui couvrent la planète et qui la réchauffent, c'est la dioxyde de carbone, le CO2 et le méthane. Et chaque seconde, il y a 1 200 000 tonnes de CO2 qui sont émises dans le monde. Chaque année, c'est 40 milliards de tonnes de CO2 qui sont émises, et donc il y a une telle concentration, parce que ces gaz mettent des siècles avant de disparaître, qu'il y a une telle concentration qu'on est arrivé à ce que les experts ont pu calculer de 400 ppm, et du jamais vu depuis 400 000 années. Pour vous donner une petite idée, lorsque la révolution industrielle avait commencé, donc avant toutes ces émissions de CO2, de charbon, de pétrole, de gaz naturel, c'était 86. Et les experts disent, si on continue à faire ce qu'on est en train de faire, en 2050, sera 1000 ppm. Et 1000 ppm, ça veut dire que la Terre va se chauffer jusqu'à 8 degrés. À l'heure actuelle, vous avez vu que depuis la révolution industrielle, c'est une augmentation de 0,85 degrés seulement, et vous voyez les conséquences avec les changements climatiques, les extrêmes, alors que 8 degrés, ça va être l'enfer dans certaines régions, et certaines régions deviendront inhabitables. C'est pour ça que ces experts disent que le seuil de non-retour, ce que l'atmosphère peut accepter, sans conséquences, sans effet irrémédiable, catastrophique. Il y aura des conséquences et on les vit. C'est au-delà de 2 degrés. Si la planète se réchauffe au-delà de 2 degrés, d'ici à jamais, il y aura des conséquences irréversible. Et on pourra mettre tous les milliards de dollars qu'on aura, on ne pourra plus réparer le dommage. Donc l'accord de Paris, c'est un accord qui vise donc à faire en sorte que la communauté internationale, les 196 États membres de cette convention, puissent travailler ensemble de façon solidaire pour éviter qu'on dépasse le seuil de l'irréparable, donc éviter une augmentation de plus de 2 degrés. D'abord, pour ce que c'est un engagement, ces mêmes pays, ces 196 pays dont vous avez fait référence, qui dès 2011, après l'échec de Copenhague, ont décidé souverainement, personne ne les a obligés de le faire, d'adopter un nouvel accord différent de Kyoto. Kyoto s'était limité à 42 pays industrialisés. Ils ont décidé à Durban, en Afrique du Sud, à la conférence de Durban, qu'en 2015, il y aura un accord universel, avec la participation de tous, et ambitieux. Et donc un comité a été institué dès 2011 pour préparer cet accord. Donc il y a un engagement d'État. Donc il est impossible pour nous de terminer la conférence sans accord. Bien sûr, la tâche n'est pas aisée, parce que au-delà de l'aspect écologique, l'aspect environnemental, qui concerne les changements climatiques, parce qu'il y va des équilibres écologiques essentiels de la planète, c'est tout le marché de l'énergie de demain qui est en question, c'est toute l'économie mondiale
de demain qui en question. Ça dépasse l'écologie. Ça dépasse l'écologie, bien sûr. Bon, lorsqu'on parle d'énergie, on parle de développement. Sans énergie, il ne peut pas y avoir de développement. Mais quel type d'énergie? Et surtout que les perspectives en matière d'investissement pour les besoins énergétiques qui continuent à être croissants, et surtout de la part des pays en voie de développement, des pays comme le continent africain, dont la population va doubler, et dont les besoins en matière d'électrification, en matière d'énergie sont très, très, très limités. Les besoins d'autres pays comme la Chine, comme l'Inde, qui continuent à se développer. Donc les besoins d'investissement, on parle de plusieurs trillions de dollars uniquement pour satisfaire les besoins. Donc c'est un marché énorme. Donc quelle énergie utiliser pour demain? Bien sûr, il s'agira de continuer à utiliser l'énergie la moins polluante afin d'éviter d'augmenter la température. Et donc l'enjeu, c'est les énergies. Bien sûr, qui dit utilisation de l'énergie dit compétitivité. En fonction du coût de production de l'énergie, on a un coût de production qui est différent. Donc plus le coût de l'énergie est bas, ce qui est malheureusement le cas avec le charbon est une source abondante et puis à bon marché qui est disponible. Donc certains pays utilisent le charbon comme source principale. Surtout la Chine. Surtout la Chine. Ouais. Et donc c'est pour ça que la Chine est le premier émetteur de CO2 à l'heure actuelle. Et ils ont des besoins énormes. Donc est-ce qu'on continue à utiliser ce charbon pour continuer à être compétitif et entre-temps avoir des conséquences sur la santé humaine? Les conséquences de l'utilisation de le CO2, des émissions de CO2 sont avérées que ces émissions sont cancérigènes. Et l'OMS a déclaré depuis 2003, je crois, que les PM2,5 par exemple sont cancérigènes. Les PM2,5 sont émis par le diesel. Et on utilise beaucoup de diesel. Elles sont tellement fines, c'est des particules tellement fines, qu'elles s'incrustent à l'intérieur du poumon. Et notre professeur spécialisé en cancer dit que sur les 44 000 cas nouveaux de cancer en Algérie, 25% sont dus à la pollution de l'air. Et la pollution de l'air, c'est non seulement bien sûr le cancer, mais c'est aussi les arrêts cardiaques. Et l'OMS a déclaré en 2012 qu'il y a eu 7 millions de morts à travers le monde uniquement en raison de la pollution atmosphérique. Et la pollution atmosphérique est maintenant un mort sur 8 dans le monde, et c'est dû à la pollution atmosphérique. Là, ça c'est vrai, ça c'est le cœur de la problématique des négociations, c'est qu'il y a une responsabilité historique. Ces gaz à effet de serre à l'heure actuelle sont dus à ce qui a été fait par les pays industrialisés depuis des siècles. Et donc nous, en tant qu'Algérie, nous payons le prix, un prix très lourd en matière d'adaptation à un phénomène, le changement climatique, pour lequel nous ne sommes pas responsables. Et on paye ce prix sur la base de notre propre budget. Toutes les mesures qui sont prises par l'Algérie pour faire face aux inondations, pour faire face à l'érosion côtière, pour trouver de l'eau, etc. C'est dû à des effets de gaz à effet de serre qui n'ont pas été émis par l'Algérie, qui ont été émis par les pays industrialisés. Donc ces pays ont une responsabilité historique, ces pays doivent continuer à prendre la direction des efforts, ils doivent également continuer à fournir l'assistance financière nécessaire aux pays en voie de développement, non seulement pour atténuer, mais aussi pour s'adapter, parce qu'ils ne sont pas responsables, mais le monde aussi a évolué. Donc nous avons la responsabilité historique, mais nous avons ce qu'on appelle la justice historique, mais nous avons aussi la justice distributive. C'est-à-dire, cet accord va durer pendant plusieurs décennies. L'objectif, à long terme, c'est la fin du siècle. Et donc, il faut avoir aussi une justice qui sera aussi valable en 2100, si cet accord est toujours en existence, est toujours en vigueur, que le moment où il a été adopté en 2015. Et prendre en considération également les responsables, s'il y en a, et j'espère qu'il n'y en aura pas, en 2100, des émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, pour la responsabilité historique, mais également pour la responsabilité d'aujourd'hui et de demain. Vous parlez de la Chine. La Chine est à l'heure actuelle le premier émetteur, utilise beaucoup de charbon, et l'Inde également. Et ces pays continuent à insister d'utiliser le charbon, quoique pour la Chine, ils ont décidé d'avoir un pic
en 2028 et peut-être avant. Donc lorsqu'on a un plafond, ça veut dire qu'on va descendre. Pour la Chine, pour l'Inde, ce pic n'a pas été accepté. Pour eux, ils ont des besoins et ils continuent. Et également arguent du fait que leurs émissions par tête d'habitants sont très limitées. Si on prend par exemple les émissions de tête d'habitants des États-Unis d'Amérique, c'est 17 tonnes par tête d'habitant et par an. Pour les Chinois, c'est 5. Pour les Européens, c'est 9. Mais pour les Indiens, c'est 2 tonnes par tête d'habitant. Donc ils veulent continuer à utiliser l'espace carbone pour pouvoir continuer. Mais il y a une responsabilité passée, il y a une responsabilité présente, il y aura une responsabilité future. Vous parliez de l'Algérie. L'Algérie n'a pas, ne contribue pas aujourd'hui et ne contribuera jamais. Parce que le mix énergétique de l'Algérie est vertueux. Nous n'utilisons pas de charbon. Le charbon émet 50% de plus de CO2 que le gaz naturel. Et l'Algérie utilise énormément le gaz naturel. Donc nos émissions au niveau mondial, c'est 0,3%. Donc minime. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts pour une utilisation rationnelle, et, éviter le gaspillage, éviter la déperdition de l'énergie, parce que c'est une énergie qui a mis des millions d'années pour être là, l'énergie fossile, et qu'il est important de la conserver. Et il est aussi important de la conserver pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, parce que tant qu'il y aura du pétrole, tant qu'il y aura du gaz, ça continuera à être l'énergie fossile qui sera utilisée. Il y a le PDG de Total, la compagnie Total, qui disait à l'occasion d'une réunion que dans leurs scénarios les plus pessimistes, et puis bon, c'est une compagnie, comme vous le savez, qui a beaucoup de moyens, et donc ils ont des capacités en matière de projection, et ils disaient que dans leurs scénarios les plus pessimistes, donc non pas les réalistes, les plus pessimistes, le pétrole continuera à constituer 60% du mix énergétique mondial à la fin du siècle. Donc il est clair. Et donc aujourd'hui, ce pétrole qu'on utilise coûte 40 $ le baril, mais à la fin du siècle, parce qu'il sera de plus en plus rare, coûtera beaucoup plus. Et donc plus on conserve cette ressource, mieux demain on l'utilisera et on la vendra et on la revalorisera. En plus de ça, l'Algérie, de son avenir, c'est une source d'énergie permanente et non polluante. Et pour nous, c'est des énergies renouvelables. L'Algérie a un gisement extraordinaire de renouvelables. Pour vous donner une petite idée, en Allemagne, ils ont 800 heures d'ensoleillement par an. Et ils ont une partie substantielle de leur électricité générée par le solaire. L'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, le plus grand pays arabe, le plus grand pays méditerranéen, avec 2 millions de kilomètres carrés, a 2500 heures d'ensoleillement par an sur tout le territoire national. Sur certaines régions, c'est 3600 heures.